Merci à tous. Merci pour ces applaudissements. C'est très encourageant. Alors, allez-y, installez-vous. Je vois qu'il y a du monde qui arrive dans la salle. Installez-vous confortablement. Alors moi, je suis ravie d'animer ce nouveau mentoring, cette conférence dédiée au marketplace. On va parler personnalisation, engagement. Et je dois dire que j'ai des invités prestigieux pour en parler, parce qu'on a bien préparé, en tout cas, cette conférence. Le sujet est passionnant. Et d'abord, je vais tout d'abord vous demander tous les deux de vous présenter pour qu'on comprenne un petit peu le contexte. Maëlle, tu es notamment mentor de cette thématique. On a eu l'occasion de faire une interview, j'y reviens, mais vous pouvez le voir, où Maëlle décrit véritablement comment fonctionne Vestiaire Collective sur Paris Retail Week Connect. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site, vous verrez sur Paris Retail Week Connect une interview notamment de Maëlle. Donc Maëlle, je te laisse te présenter. Merci Claire, ravie d'être ici. Donc effectivement, moi je suis Chief Growth Officer chez Vestiaire Collective, donc je m'occupe de la croissance. J'ai rejoint l'entreprise il y a 6 ans. C'est une entreprise qui maintenant a 11 ans, donc qui est encore qualifiée de start-up. Ce qu'on fait, c'est on est donc une marketplace, une plateforme d'échange entre particuliers sur la mode et le luxe d'occasion. Et notre spécificité, c'est qu'on est une marketplace avec un peu d'intervention humaine. Donc, on sélectionne les articles qui vont sur la plateforme. On ne laisse pas tout rentrer. On fait un screening à la fois des vendeurs et des articles. Et on a une promesse d'authentification. Donc, on apporte ce service ajouté à la fois aux acheteurs et aux vendeurs pour non seulement leur permettre d'échanger, mais aussi être sûr que quand on est acheteur, on achète quelque chose d'authentique. Et quand on est vendeur, on bénéficie d'un bon écrin pour son article. Voilà. Merci Maëlle. Vincent, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter, nous en dire plus sur ManoMano, au cas où vous ne connaîtriez pas ManoMano. Vincent Monique, Head of Digital Marketing chez ManoMano. Donc pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de nous rencontrer, ManoMano, c'est le leader européen du bricolage, mais aussi de la maison et du jardin. On a une présence maintenant dans 6 pays. On fait à peu près 50 millions de visiteurs par mois, 7 millions de clients. On va avoir 3600 marchands partenaires, ce qui est très important pour nous. Et 870 employés à date, avec des ambitions d'aller beaucoup plus loin, puisqu'on a très récemment fait une nouvelle levée qui va nous permettre d'accélérer encore un peu plus. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai une première question à vous poser. C'est quelle est la définition d'une marketplace et pourquoi est-ce, selon vous, un modèle vertueux ? Donc une marketplace, c'est vrai qu'on entend beaucoup le terme, c'est vraiment une plateforme qui met en relation des acheteurs et des vendeurs pour échanger. Donc il y a 3 acteurs en fait, il y a les acheteurs, les vendeurs et l'opérateur de la marketplace. L'intérêt principal d'une marketplace, c'est que quand on est opérateur, le stock ne nous appartient pas. Donc on n'a pas de limite de production, de création, de stockage. Donc une marketplace, c'est un business model très vertueux pour scaler, pour grossir, soit quand on se lance comme Vestiaire Collective en tant que 100% marketplace, soit pour les entreprises existantes qui veulent élargir leur gamme et en fait proposer à leurs clients d'accéder à un panel de services ou de produits qu'ils ne produisent pas forcément eux-mêmes. Donc voilà, et puis l'enjeu sur les marketplaces, en fait, c'est d'apporter, pour un opérateur, c'est d'apporter le bon niveau de service à la fois aux acheteurs et aux vendeurs. Donc aux acheteurs, nous par exemple, c'est d'apporter un service d'authenticité, mais il y a aussi tous les services de paiement, de service client, l'expérience utilisateur pour pouvoir trouver le bon produit qui correspond à son besoin. On va en parler parce que la personnalisation, c'est un des enjeux sur lesquels on va appuyer au cours de cette conversation. Et pour les vendeurs, en fait, on apporte du trafic, on apporte des outils de marketing, des outils de gestion des ventes, parfois de logistique. Donc pour les vendeurs, faire appel à une marketplace, c'est aussi une accélération pour accéder au digital, pour faire du e-commerce, quoi. Non négligeable comme accélération. Vincent ? Pour compléter, je pense qu'il y a un élément qui est très important sur la partie marketplace, c'est le choix. En fait, il y a un point qui est très différenciant par rapport à un site e-commerce traditionnel. Sur un site e-commerce traditionnel, vous avez quelques dizaines de milliers de produits, parfois centaines pour les plus gros. Sur une marketplace, vous allez très vite pouvoir accéder à des millions de produits. Et ces millions de produits, dans l'approche philosophique qu'on essaie de pousser, et c'est là où on pense que c'est vertueux, c'est on a une largeur et une profondeur de gamme sans égale.
Quand on parle de largeur de gamme, ça va être notre capacité à développer vraiment une couverture de besoins très large. Donc on va proposer par exemple chez ManoMano du bricolage, mais vous allez pouvoir aussi acheter un canapé ou un salon de jardin. Et quand on parle de profondeur de gamme, c'est si je suis dans le bricolage sur une perceuse, côté perceuse, je vais avoir des perceuses 500 watts, des perceuses 1300 watts. Si je prends un canapé en profondeur de gamme, je vais avoir des canapés d'angle, des canapés en cuir, etc. Et c'est vraiment cette volumétrie d'offres qui fait la différence par rapport à un site e-commerce traditionnel. Et ensuite, dans le point important à voir, si on revient un peu à la définition d'une marketplace, il y a deux grandes tendances aujourd'hui qui se dessinent sur les marketplaces. On a les marketplaces dites généralistes et ouvertes, et les marketplaces un peu plus spécialistes, et souvent sur un modèle sélectif. Ce qu'on appelle sélectif, et on va revenir un petit peu après sur les enjeux de qualité, sélectif, c'est quand on est une marketplace, qu'on ne gère pas les stocks et qu'on a des millions d'offres, notre enjeu, c'est de s'assurer d'une continuité de parcours pour nos clients ou pour nos sellers. On va s'assurer que quand le client il achète chez nous, c'est comme s'il achetait directement sur un site qui détenait le stock. Et donc sur ça, une des approches que nous, on a décidé chez ManoMano de sacraliser, c'est ce côté sélectif. C'est-à-dire qu'un marchand, pour rentrer chez ManoMano, il va passer tout un screening qui est hyper important pour nous. Et on va essayer de réduire un peu la voilure. On ne cherche pas forcément à avoir des dizaines de marchands sur des mêmes unités de besoin. On va plutôt essayer de favoriser quelques marchands qu'on va vouloir développer et vraiment créer un lien avec eux, avec ces enjeux en arrière-plan de qualité pour le consommateur. D'accord, merci. Alors, Maëlle, je le disais, vous êtes mentor de cette édition 2020, mentor de la problématique Marketplace. Et on a préparé, en tout cas, cette conférence. Et vous avez choisi de parler de la personnalisation et de l'engagement des Marketplaces. Pourquoi ? Eh bien, en fait, parce que pour nous, en tant que marketplace, et pour, je pense, beaucoup de sites d'e-commerce, la profondeur de stock, c'est un avantage, comme l'a dit Vincent, mais c'est aussi un gros challenge. Donc, quand on offre, nous, on a 3 millions de produits uniques en catalogue, parce que c'est de l'occasion, il n'y a pas un seul produit qui se ressemble. Donc, on a un vrai enjeu de faire en sorte qu'un utilisateur qui vient sur la plateforme, qui a un temps limité, voit tout de suite les produits qui l'intéressent. Et d'ailleurs, il n'est peut-être même pas là pour acheter, il est peut-être là pour vendre. Donc on a, l'enjeu de la personnalisation, c'est de comprendre qui sont les clients, à quel segment il appartient, quelles sont les actions qu'il a faites auparavant. Donc il y a tout un enjeu de data et d'analyse et de capture de la data pour, en temps réel, pouvoir lui proposer un parcours la bonne client, option. presque, en fait. Oui, c'est tout le côté parcours client. Et effectivement, donc, dans cet enjeu de personnalisation, de findability, il y a tout un côté UX, donc quelle expérience je design pour que mes utilisateurs trouvent tout de suite sur mon application les endroits sur lesquels ils doivent cliquer pour répondre à son besoin. Et il y a également, du coup, comment est-ce que j'anticipe, comment est-ce que j'agrège toutes les datas que j'ai sur ses clients en fonction de ce qu'il a fait auparavant ou même de ce qu'il fait en temps réel pour lui pousser les bons produits, une sélection de produits, la bonne offre, une offre promotionnelle si c'est un client à fort potentiel ou que je veux retenir sur mon site. Donc, on voit bien le mélange entre les enjeux de segmentation client, les enjeux qui sont généralement au sein du CRM et en même temps l'expérience client, le produit. Utilisateur. Donc voilà, nous on a vraiment un fort enjeu au sein des équipes à la fois CRM et à la fois produit et business, de travailler ensemble sur cet enjeu de personnalisation. Et là où ce qui est intéressant, c'est que les frontières traditionnelles le CRM envoie des newsletters pour retargeter quelqu'un qui est venu sur la plateforme pour le faire revenir. En fait, on voit que ces définitions, on va bien au-delà aujourd'hui. Nous, le CRM, c'est aussi c'est quasiment une fonctionnalité produit, dans le sens où ils développent leur propre fonctionnalité d'alerting, par exemple, pour permettre à un utilisateur qui vient sur la plateforme de dire moi je suis intéressé par tel article ou je recherche tel critère, et pouvoir en temps réel être alerté via notification push, parce que nous on est à 80% une app, donc on utilise beaucoup les canaux push marketing, ou via email, ou voilà, pour les faire revenir sur la plateforme. Et donc, le CRM chez nous, c'est le premier driver de trafic. Donc, on voit bien que dans la personnalisation, ça peut aussi servir de driver de trafic, de faire revenir les personnes de manière très directe et concrète. D'accord. Un point majeur. Donc, on a eu l'occasion d'en parler avec Elina de Blablacar et hier avec Geoffrey Joannet de Jaffi.
la data est très, très importante. Vincent, est-ce que vous partagez le point de vue de Maëlle? Est-ce que vous avez la même stratégie? Est-ce que c'est pour vous un point pivot, j'ai envie de dire? C'est un enjeu stratégique, oui, et c'est très corrélé à la première discussion qu'on avait sur le choix. Le fait d'avoir 10 millions d'offres, évidemment, ça peut avoir un côté étouffant pour le client. En UX, on parle souvent de charge cognitive. Si vous rentrez en magasin et que vous voyez 10 millions d'offres devant vous, a priori, vous n'allez pas vous sentir très bien. Donc il y a vraiment un enjeu de simplification du parcours, avec finalement comme revers de la médaille, c'est vraiment le revers de la médaille de l'offre, c'est j'ai 10 millions d'offres. Si je ne fais pas attention, je vais étouffer le client et il ne va pas s'y retrouver. Être noyé, vous voulez dire par l'offre, en fait. C'est ça. Donc là ce qu'on va chercher à faire, du coup, c'est dire, comme en magasin, finalement, un client, il a besoin d'accompagnement dans son parcours. Et ça peut être de l'accompagnement sur de l'inspiration. Je ne sais pas exactement ce que je veux, mais je sais que je veux refaire toute une pièce de ma maison. Il va avoir besoin de conseils techniques. On vend des produits techniques sur ManoMano, donc on a besoin à un moment donné de les hyper vulgariser, dire oui, peut-être que 1300 watts, ça ne vous parle pas. Finalement, une perceuse de 1300 watts, c'est une puissance, mais pour le commun des mortels, ça ne parle pas toujours. Donc on va essayer d'expliquer c'est quoi les différentes puissances qu'on peut avoir sur une perceuse. Qu'est-ce que ça va donner finalement en termes d'impact sur mon projet? Est-ce que ça me permet de couvrir tous les besoins que j'ai? Donc c'est vraiment ce côté accompagnement qui est clé pour nous. Et la personnalisation, c'est de dire finalement, dans la somme de mes clients, j'ai des individus différents qui ont des besoins différents, des niveaux de maturité dans leur parcours d'achat qui ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, je dois m'adapter à leurs besoins. C'est un peu comme vous rentrez dans un magasin physique, de temps en temps, vous allez demander, je cherche le rayon papeterie, et de temps en temps, dire, sur ce produit-là, je ne sais pas lequel choisir. On doit à un moment donné compenser la difficulté d'être digitaux par du support. Et j'ai quelques exemples là-dessus qui sont, je trouve, assez intéressants. Le sujet sur le bricolage, c'est que ce sont souvent des produits techniques et donc il faut compenser le conseiller qu'on peut avoir par ailleurs en magasin. Nous, on a développé un projet qui s'appelle les ManoAdvisor. Donc si vous baladez sur le site ManoMano, si on voit que vous êtes hésitant dans votre parcours, en tout cas s'il y a des signes qui nous montrent que vous ne trouvez pas exactement ce que vous voulez, vous allez avoir potentiellement un chat qui va apparaître. Et ce chat-là, c'est une vraie personne, un expert du bricolage qui va vous parler, qui va vous expliquer quel est votre besoin, comment je peux vous guider dans ma découverte. Un deuxième exemple que je vais donner, et c'est vrai que je n'ai pas mentionné en introduction, on est ici présent sur le B2B, et sur la partie B2B, on voit que les artisans du bricolage ont des besoins différents et des attentes différentes en termes de personnalisation. Typiquement, un artisan du bricolage, il est souvent sur son chantier, il a son téléphone dans sa poche, mais il est peut-être moins sur son ordinateur, et le gros de ses commandes, il va les passer par téléphone. On va proposer une hotline disponible sur des horaires élargis pour que cette personne-là n'ait pas besoin de changer sa journée ou son comportement habituel d'achat via un contact direct qui serait le support téléphonique. Donc oui, il est clé pour nous et il est clé surtout sur cette notion de tous nos clients ne se valent pas et n'ont pas les mêmes niveaux de maturité. Si on reste sur un langage générique, on risque de les perdre, notamment parce qu'on a une offre très volumineuse. D'accord, juste un point, comment on devient ManoAdvisor ? Alors il y a tout un screening de sélection, donc c'est pas des employés de chez ManoMano, donc ça c'est un point qui est important, c'est vraiment des experts qu'on va les sonder, donc on a des gens qui animent une communauté pour nous d'experts du bricolage, et donc là on a des questionnaires, donc on va aller vérifier que l'expertise est la bonne, on a un certain seuil, donc on a vraiment des experts en interne qui nous disent être expert sur la thématique du jardin, c'est connaître toutes ces particularités-là, et on va faire des interviews, donc on va rentrer dans un process d'interview, et si vous regardez sur le site, on doit avoir un petit lien qui est écrit « Devenez ManoAdvisor », vous pouvez postuler, nous on va juste vérifier que vous avez les compétences pour, que vous avez des plages horaires qui aussi sont intéressantes pour nous, pour vraiment s'assurer que sur le site il y a du monde. Donc c'est vraiment un enjeu communautaire pour le coup, de vrais experts sur le sujet, et qu'un screening très fort évidemment sur la partie expertise. Intéressant. Maëlle aussi, vous appuyez sur la communauté ? Pas autant, mais nous, on a des fonctionnalités communautaires assez fortes de chat, en fait, où on voit... Voilà. Nous, on permet en fait à nos vendeurs de se mettre en avant sur le chat et de toucher leur propre communauté. On met aussi nous-mêmes en avant certains profils de vendeurs locaux et pertinents, donc personnalisés par rapport aux clients. Donc oui, on a une communauté très engagée. D'accord. Autre question, quels sont selon vous les leviers de croissance pour une marketplace ? Et je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous dans la salle. Qui répond ? J'attaque. Le premier, pour rester cohérent avec ce qu'on disait jusqu'à présent, évidemment, le catalogue, c'est un enjeu très fort pour une marketplace. On a besoin de couvrir un maximum de besoins, et donc, dans notre développement, on va réfléchir à notre stratégie de développement de catalogue, donc je disais tout à l'heure, largeur et profondeur. Donc on a besoin de la maîtriser, on veut absolument savoir où est-ce qu'on a les trous dans la raquette. C'est-à-dire que je vois que mon client, finalement, il a acheté ces produits-là sur la partie jardin, mais il a d'autres besoins sur lesquels il a fait sa recherche, par exemple, dans mon moteur interne, et il est abouti sur rien parce que j'avais pas l'offre. Donc on va vraiment essayer de compléter et de s'assurer qu'à un même endroit, il trouve toute cette largeur et profondeur d'offre.
Le deuxième pilier stratégique pour moi de développement, c'est la relation finalement client. Et nos clients sont doubles. On a nos consommateurs finaux qui viennent acheter des produits chez nous et nos marchands. Et donc pour les clients, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, l'enjeu c'est plutôt la fluidité du parcours. Est-ce que je réponds quasiment en relation à un à son besoin? Et pour les marchands, c'est un petit peu différent, c'est des enjeux de fidélisation. Et il y a une expression que j'aime bien qui est notre enjeu pour nous, c'est de faire un peu faiseur de roi. On veut les aider à développer leur business, on veut vraiment être leur partenaire au quotidien. Et on sera content s'ils sont contents parce qu'ils arrivent à développer un business incroyable avec nous qu'ils n'auraient pas pu par ailleurs faire par eux-mêmes. Lié à ça, si je remettrais un troisième pilier, je pense qu'on a des enjeux assez forts de logistique. C'est un sujet qu'on voit pas mal se développer. L'enjeu logistique, il est clé pour un point, c'est encore une fois la promesse client. En tant que marketplace, on n'a pas les stocks, donc on ne maîtrise pas forcément les délais de livraison, les frais de livraison. Proposer une offre directement à nos marchands en disant si vous ne savez pas gérer cette partie logistique, nous on peut vous aider. C'est un service qu'on peut vous proposer. C'est un accélérateur clé parce que c'est un moyen pour nous d'embarquer des marchands supplémentaires dans la plateforme. Maëlle? C'est assez similaire. Pour ajouter, je pense que la question qu'on s'est posée, nous, les fondateurs de Vestiaire Collective au début, c'est quel est le besoin, quel est le pain point des clients auxquels on veut répondre. Et il y avait un besoin clair identifié d'apporter de la sécurité par rapport à l'achat de seconde main sur le luxe. D'accord. Donc, du coup, c'est vraiment être clair sur le besoin auquel on veut répondre. Et du coup construire la marketplace. Une marketplace peut aussi se construire autour d'un service, d'une valeur ajoutée, et en plus de la largeur de l'offre. On va m'entendre? Micro-pause, le temps que ça se termine. Pardon. Et tu peux y aller. Ouais. Donc l'enjeu, si vous avez entendu, disait Maëlle, c'est vraiment l'aspect sécurité au niveau de... Pour Vestiaire Collective, c'était l'enjeu sécurité. Mais donc l'enjeu pour lancer sa marketplace, c'est de voir à quels besoins clients on répond. Ensuite, pour nous, ce qui est très important, c'est de définir le bon modèle de rémunération, donc d'être juste. En fait, c'est le modèle de pricing, notre rémunération, à la fois pour la commission, si on prend une commission, mais également pour les services additionnels. Donc nous, on a un service d'authentification qu'on fait payer, trouver le bon prix par rapport à la valeur. Pareil pour les frais de port, les frais de douane. Quand on va à l'international, justement, on a la possibilité de jouer là-dessus comme levier marketing, de sponsoriser parfois un pays pour le faire grossir. Donc l'expansion internationale, bien sûr, c'est un levier de croissance très fort pour Vestiaire Collective, surtout quand il y a des marchés comme l'Asie pour le luxe, qui est un réservoir très fort. C'est un tiers du marché mondial du luxe, avec au final peu d'acteurs. Il y a des bons plans d'ailleurs. De bons plans. Des bons plans, des produits qui viennent aussi. Et il y a des bons plans, mais il y a beaucoup de frais de douane à l'entrée de l'Europe. Donc c'est pas très sustainable. Donc nous, on encourage beaucoup le local to local. Mais c'est plus, on voit l'Asie comme un marché potentiel à la fois pour les vendeurs et les acheteurs, devenir en fait une marketplace locale en Asie. Voilà. En fait, donc avant d'aller à l'international, comment est-ce que Vestiaire Collective s'est construite? Avant de dépenser beaucoup de marketing paid, de faire des investissements Google, Facebook, ce qui est important pour scaler, c'est être vraiment sûr de son modèle, de la lifetime value des clients pour voir ce qu'on peut dépenser. Et en fait, Vestiaire Collective, au début, ça s'est vraiment construit via du bouche à oreille. Donc le levier de croissance, il a été très organique. Bouche à oreille, PR, émissions télévisées, et introduit dans des milieux assez spécifiques et assez proches de notre business, comme la presse. Aujourd'hui, ça serait les influenceurs. Les influenceurs, oui. Voilà, il y a eu un article dans le Elle Paris qui a lancé Vestiaire Collective et l'effet boule de neige dans une communauté au final... de trendsetters comme la mode, c'est assez, ça peut être un levier de croissance très fort avant de dépenser de l'argent en marketing. Ça peut aider. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non. Alors, on parle beaucoup d'engagement, Maëlle. C'est une métrique clé qui est importante pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites dans ce domaine? Oui, alors j'en ai parlé un petit peu. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'engagement tous les jours. Donc c'est vraiment c'est la base. Pour faire grossir un KPI, commencer par le regarder. Et l'engagement, nous, on le mesure en regardant le nombre de clients uniques par jour, donc Daily Active User, et leur fréquence de connexion, donc clients uniques par jour divisé par clients uniques par mois. Donc DAU vers MAU, c'est une mesure assez classique du e-commerce.
on a l'œil rivé dessus et du coup, déjà, c'est une bonne première étape. Ensuite, les leviers qu'on met en place pour faire monter justement ce KPI, c'est, j'en ai parlé, beaucoup de leviers CRM. Donc le CRM, nous on s'est rendu compte que l'engagement il était beaucoup plus fort sur notre app, donc c'est pour ça qu'on a fait une stratégie, le choix d'être app first. Concrètement, comment ça se traduit, c'est notre offre, notre welcome offer, notre offre de premier achat, elle est disponible uniquement sur l'app. Donc on a fait un virage et maintenant 80% de notre trafic, nos transactions ont lieu sur l'app et pas sur le desktop. Le fait d'être sur l'app, ça permet de bénéficier d'un canal CRM hyper important qui est le push marketing, le push notification, les notifications qu'on reçoit sur son iPhone. Et ça, nous, on les utilise à la fois pour nous, pour nos campagnes marketing, mais aussi pour développer des outils pour les utilisateurs dont j'ai parlé, les fameuses alertes, qui génèrent un engagement très très important. Et donc les alertes, on peut les recevoir, en tant qu'acheteur par exemple, je peux me créer mes propres alertes pour être tenu au courant des nouveaux produits ou des baisses de prix. Oui. Mais on incite aussi les vendeurs et les acheteurs, les utilisateurs à interagir entre eux, ce qui génère aussi des alertes, parce que quand un acheteur essaie de négocier un article, ça envoie une notification, le vendeur se connecte, et c'est tout ça qui crée de l'engagement. Donc voilà, et puis ensuite on a des leviers plus classiques, des campagnes de réactivation, du CRM, tout ça on le fait. Et en dernier lieu, puisqu'on parle d'engagement, c'est pas vraiment le même type d'engagement, mais nous on est une entreprise assez engagée, donc on est B Corp depuis peu. On a vraiment on a des valeurs assez fortes autour de réduire l'empreinte carbone. L'occasion, ça permet de réduire entre 50 et 90% de l'empreinte carbone plutôt que d'acheter un nouvel article. Et nous, on utilise nos valeurs pour engager la communauté. Donc, on produit du contenu, on développe des fonctionnalités. On a développé un badge de fashion activiste qu'on donne à nos utilisateurs qui achètent et qui vendent sur la plateforme. Donc, on gamifie un peu l'expérience autour de nos valeurs pour créer de l'engagement. Et on crée du contenu à l'extérieur de Vestiaire Collective, donc sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, pour fédérer notre communauté à l'intérieur et à l'extérieur de Vestiaire Collective. Voilà. Si je complète du coup sur la partie mano-mano et si on reprend un tout petit peu de hauteur nous sur la partie client, l'engagement est souvent très corrélé à la partie fidélité ou capacité à fidéliser un peu ses clients. Et on a une approche, je pense, qui est assez saine sur la partie fidélité, c'est de se dire sur le web, en fait, vos clients ou nos clients en tout cas sont infidèles. C'est un état de fait, c'est-à-dire que les gens passent un temps énormissime à comparer les produits, à se sonder pas mal. Et on ne cherche pas du tout dans notre philosophie à aller récupérer l'exclusivité parce qu'on pense que l'exclusivité n'existe pas sur le web. Par contre, on va plutôt essayer d'aller chercher des choses de type la préférence. Nous, notre enjeu, c'est de dire j'ai un besoin sur la maison, le bricolage, le jardin. Est-ce que je pense à Mano intuitivement parce que j'ai eu une bonne première expérience passée, parce que j'ai vu passer Mano à la télé. Et cette notion de préférence par rapport à l'exclusivité, elle est assez structurante. Dans la manière dont on le travaille, c'est pareil, c'est très corrélé à ce qu'on disait sur la personnalisation. On va avoir des indicateurs clés de performance qu'on va essayer de démoiniser. C'est-à-dire que oui, on va regarder sur la maille client des notions d'engagement un peu génériques. Est-ce que nos clients rachètent à 60 jours? Est-ce que sur 12 mois, leur valeur se développe? 18 mois, leur valeur se développe? On va prendre ces indicateurs, on va essayer de les démoiniser par grands segments. Il y a des clients, ils achètent tous les dimanches chez nous parce que c'est les papis bricoleurs du dimanche. Et donc, on va essayer de répondre à leurs besoins et les réengager. Ces gens-là, c'est de s'assurer qu'ils gardent ce rythme d'achat à minima une fois par semaine chez nous. On a d'autres clients qui sont très saisonniers. Le bricolage ou le jardinage, c'est quelque chose qui arrive souvent. Donc là, la grande saison démarre plutôt en mars. Et on va avoir tout un point qui est entre la fin de la saison et le début de la nouvelle saison. Comment je garde ce lien finalement clé avec mes clients? Et garder le lien, c'est dire je ne vais pas essayer forcément de lui vendre à tout prix des articles parce qu'il n'en a pas besoin. On peut essayer de créer des besoins, mais être à l'excès, on va juste créer de la fatigue. Donc là, le but du jeu, c'est de dire garder le lien, c'est peut-être inspirer la personne sur son prochain projet. Ou déclencher un coup de cœur, parce que oui, on a une offre exceptionnelle au Black Friday, donc c'est le moment de se dire oui, tiens, je vais acheter mon salon de jardin maintenant, parce qu'en fait, il est juste à moitié prix par rapport à l'ouverture de la saison. Donc c'est vraiment cette notion de lien qu'on va essayer de suivre et sur laquelle on va mettre des indicateurs différents. Et donc là, on va rejoindre un petit peu ce que disait Maël sur les utilisateurs qui ont l'application, qui sont les plus gros utilisateurs de Mano. On va peut-être regarder les weekly active users, les monthly active users. Donc est-ce qu'on a une récurrence de revisite qui est la bonne? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on a des leviers d'activation? Donc tiens, ces personnes-là reviennent un peu moins. Est-ce que je peux leur envoyer une notification sur leur téléphone avec, par exemple, du snacking content? Donc snacking content, c'est ce qu'on vit tous quand vous baladez sur le web entier, vous scrollez à l'infini plein d'informations. On va essayer pourquoi pas de pousser
les 5 choses à faire dans votre jardin pour le mois d'automne. Et donc vraiment essayer d'intéresser nos clients à ManoMano, pas que par la partie commerciale, mais vraiment par le côté humain et le côté relationnel. On pense qu'on peut vraiment les accompagner de bout à bout, et ça passe par ces diffusions d'informations et un choix un peu, pour le coup, intelligent. Donc là, c'est plutôt une problématique data, c'est qu'est-ce qui finalement, pour mon client donné, va le faire revenir. Est-ce que c'est une offre à un moment donné, ou est-ce que c'est plutôt un contenu un peu décalé qui lui parle? Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de pousser via de la data en disant, ce client-là, il a plutôt ce niveau de maturité dans son achat, donc c'est plutôt ce contenu-là, cette offre-là, ou ce service-là, ça peut être un projet, un service nouveau qu'on lui amène, qu'on va suggérer. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Je regarde le public, il nous reste 5 minutes, donc c'est le moment si vous souhaitez poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je regarde. Emmanuel arrive également. Pas de questions, non? Bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Puis, si vous souhaitez poursuivre les échanges en descendant de scène, on sera en tout cas avec nos 2 intervenants. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Claire. Très intéressant. Merci infiniment.